Bonjour et bienvenue au podcast minier. C'est ici que vous allez découvrir les acteurs de l'industrie minière, mais aussi les enjeux et les défis auxquels ils font face quotidiennement. Ce qu'on va découvrir à travers les épisodes, c'est vraiment des hommes et des femmes qui sont passionnés par leur industrie. Je serai votre hôte, Manon Rouillé, fondatrice de Rouillé Stratégie Marketing. Mon invitée aujourd'hui, Valérie Gourde, coordonnatrice senior aux communications et relations avec le milieu chez Eldorado Gold Lamaque. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Merci d'être là. On est dans une ambiance de congrès, fait que ça se peut que pendant le podcast, il y a des bruits de fond, mais on est dans une super ambiance avec les acteurs de l'industrie minière. Alors, Valérie, pour commencer, j'aimerais vraiment que tu nous expliques qui tu es pour les gens qui te connaissent pas, ton parcours, puis qu'est-ce que tu fais vraiment chez Eldorado. Je suis sortie de l'école en 2011, si ma mémoire est bonne. J'ai fait mon baccalauréat en administration. Et avant ça, j'ai étudié en journalisme à Ottawa. Ah oui? 1 an seulement. Je voulais absolument retourner en région. Donc, j'ai même pas complété mon cours. Je suis revenue à Val-d'Or. J'ai fait mon cégep en sciences humaines en sachant pas du tout vers quoi m'en aller. Par la suite, j'ai découvert, pendant ce temps-là, j'avais un emploi pour une compagnie minière en région, un emploi en ressources humaines et communication. J'avais fait un peu des deux. Je savais qu'en m'en allant en administration, j'allais avoir un peu la liberté de voir comment ça se passe, qu'est-ce que j'aime le plus, est-ce que j'aime mieux les RH, les com, le marketing. Donc, j'ai fait mon bac. Et par la suite, quand je suis sortie de l'école, je me suis cherché un emploi. J'ai été recrutée pour une firme de consultants à Rouyn-Noranda. Et j'ai travaillé là pendant 6 ans. J'ai ouvert un bureau à Val-d'Or de cette firme-là. J'ai démarré une branche en communication marketing, développé des services, embauché des gens. Donc, c'est vraiment là que mon parcours s'est un petit peu plus précisé. Tu sais, je suis quand même une autodidacte parce que dans des mandats comme ça, des mandats clients, que ce soit pour des plans de communication, de promotion, des stratégies marketing, création de sites web, gestion de réseaux sociaux, peu importe, t'apprends pas toujours ça sur les bancs d'école, surtout quand on parle des nouvelles technologies, tout ce qui est aussi marque employeur. On avait aussi une agence de placement, donc on travaillait avec eux sur des mandats comme ça. C'était assez varié. J'ai vraiment aimé mon expérience parce que ça m'a donné beaucoup d'outils en gestion. Ça m'a permis de toucher aussi à des mandats qui étaient très gestion, à aider sur des mandats ressources humaines. Tu sais, fait que j'ai été capable un peu de voir les différents aspects d'une entreprise pour avoir un œil peut-être plus global. Par la suite, j'ai été recrutée par Eldorado. Ça fait déjà 2 ans. En fait, j'ai commencé en janvier 2018. Déjà presque 2 ans que je suis là. Donc, m'ont approché de par ils me connaissaient, j'avais déjà travaillé un petit peu avec eux sur un mandat, de par mes implications aussi à Val-d'Or, à la Chambre de commerce. C'était un peu, je me plongeais un peu dans l'inconnu, mais l'industrie minière, ça a toujours fait partie de ma vie. Et là, c'était une mine en démarrage. Une mine en ville, une mine à Val-d'Or qui allait démarrer ses opérations. Donc, de bâtir tous les outils de com, que ce soit interne, externe, éventuellement bâtir une équipe, d'agir à titre de conseiller pour l'entreprise aussi en communication. C'était trop beau pour dire non à ça. Puis la partie relation avec le milieu, relation avec les partenaires, je savais que ça allait me passionner. Donc, c'est pour ça que je me suis retrouvée chez Eldorado. Quand on parle relation avec le milieu, c'est le volet communication, on est plus familier avec ça, mais quand on parle de relation avec le milieu, qu'est-ce que ça veut concrètement dire, ce poste-là, là? En fait, dans le domaine minier, dans d'autres domaines aussi, les plus grands risques auxquels les compagnies font face aujourd'hui, c'est, entre autres, l'acceptabilité sociale des projets. Donc, si t'as pas une équipe qui est capable d'entretenir, de maintenir des bonnes relations avec toutes les parties prenantes, que ce soit les résidents des quartiers voisins, les communautés autochtones environnantes, les partenaires du milieu, que ce soit les gens d'affaires, la municipalité, les MRC, les gouvernements, monsieur, madame, tout le monde que tu vas vouloir recruter dans ton entreprise.
Ces relations-là avec les parties prenantes sont à la base du succès d'une opération minière. En plus des gens qui y travaillent et qui font un travail d'équipe incroyable, mais la communauté, ça peut devenir pour un projet un allié ou un ennemi finalement. C'est certain. Donc, de faire les choses correctement dès le départ, de consulter, d'informer, c'est la clé du succès. Donc, tout ce qui est relation avec le milieu, c'est le dialogue qu'on veut bidirectionnel avec la communauté. Fait qu'on veut les informer, leur pousser de l'information, ça c'est sûr, mais on veut qu'il y ait des moyens, eux autres, pour nous contacter, nous faire part de leurs préoccupations, de leurs questions. Donc, tout ce qui est procédure de gestion des signalements. Tu sais, pour nous, là, quelqu'un qui fait un signalement, c'est pas nécessairement quelqu'un qui appelle pour se plaindre parce qu'il a entendu un bruit ou ça l'a réveillé, peu importe. C'est aussi de prendre en considération les questions des gens par rapport à nos opérations, mais par rapport à des fois, on reçoit des questions, puis c'est même pas nous la source du questionnement. On essaie de les orienter vers les bonnes personnes. Donc, ça c'est quelque chose qui est très important. On a aussi un comité de suivi. Fait que dans la partie relation avec la communauté, pour mon poste, le comité de suivi est une partie très importante parce que c'est un comité qui a été mis sur pied par IntegraGold en 2013. En fait, en 2013, il y avait eu une grande démarche d'information, consultation qui avait été fait et le comité de suivi a été formé après ça, suite au comité de consultation. C'était une obligation légale, mais qui a été faite de notre côté vraiment à l'avance, donc 2 ans avant les obligations légales, pour s'assurer que on tient compte des préoccupations dans le développement de notre projet. Donc, avant même de commencer à construire des infrastructures ou déterminer des façons de faire, bien, on demande aux gens, comment vous le percevez? Avez-vous des idées? Qu'est-ce qu'on peut... de quelle meilleure pratique on peut s'inspirer. Donc, c'est tout ça, c'est mettre la communauté vraiment au cœur de nos activités finalement. Puis pour être relation avec le poste, relation avec le milieu, est-ce que selon toi, il faut être une personne qui étudie en communication ou c'est quelle aptitude qu'on a besoin pour faire ce poste-là? Je me dis qu'il y a des gens qui écoutent, qui sortent peut-être de l'école, on veut go, venez-vous-en, venez travailler dans l'industrie minière. Il y a des postes comme, oui, la communication, relation avec le milieu. Qu'est-ce que ça prend selon toi? Souvent, on voit dans les différentes compagnies minières que je connais, les gens qui sont en communication, ils ont soit un background, justement, soit en communication, en administration, en marketing, ou encore une expérience de travail, mais les gens en relation avec la communauté, parce que des fois, t'as 2 personnes, t'as vraiment quelqu'un en com qui s'occupe de tout ce qui est marketing, de com interne, tout ça, puis il y a une personne qui est en vraiment relation avec la communauté puis avec les parties prenantes. Mais dans ce cas-là, on voit parfois des profils, des gens en environnement, en développement durable, qui ont une expérience avec des communautés autochtones, dépendamment des enjeux de la localisation du projet minier, ça peut changer. Mais non, ça prend des gens qui ont à cœur les intérêts justement des collectivités qui les entourent, des gens qui ont un sens, une vision globale des enjeux, capables de prévenir. Capable aussi d'entrer en relation avec les autres. Fait que ça c'est primordial parce que c'est pas toujours du positif. Parfois c'est de la négociation, c'est de faire de la gestion d'une plainte ou quelque chose qui s'est mal passé. Donc il faut avoir quand même c'est un peu du service à la clientèle. Exactement. C'est un peu du service à la clientèle, mais avec ses particularités. Tu parlais des enjeux de localisation. C'est quoi les enjeux d'Eldorado, justement, d'être en ville, d'être à Val-d'Or? En fait, nous, on a la chance d'avoir une mine en ville à 2 kilomètres de la ville, mais qui se situe quand même pas éloignée, mais tu sais, elle est dans le bois, là. On n'a pas une mine à ciel ouvert en pleine ville. On n'a pas eu à déménager des gens. Donc, les impacts sont moindres par rapport à nos opérations minières sous terre. On a une mine souterraine, premièrement. Donc, c'est sûr que les impacts poussière, tout ça, sont un peu moins grands. Par contre, notre usine de traitement de minerais se trouve
c'est l'ancienne usine Sigma, donc se trouve à l'entrée de la ville de Val-d'Or, à côté de la fosse, l'ancienne fosse qui avait été opérée dans le passé. Donc, les enjeux, c'est surtout lié aux activités de l'usine du concasseur, donc le bruit, la poussière. On a mis en marche notre usine en novembre dernier, fait que novembre 2018, est entrée en opération. Et il y avait eu plusieurs engagements qui avaient été pris envers la communauté avec le comité de suivi pour mettre en place des mesures d'atténuation contre le bruit. Donc, on a tout mis ça en place et on a fait différents tests pour s'assurer que tout était correct. Et finalement, ça se passe très bien, mais c'était notre principale préoccupation, que le bruit du concasseur puisse être dérangeant pour les voisins. Ça reste qu'on est oui, on est près d'un village minier, le village minier de Bourg-la-Mac, mais il y a des gens qui ont acheté des maisons là il y a 4-5 ans quand l'usine n'était plus en activité parce qu'elle a arrêté, si ma mémoire est bonne, en 2011-2012. Donc, c'était quand même une préoccupation qu'on avait. À date, ça se passe bien, mais on essaie toujours de s'améliorer puis de trouver des façons. Puis, entre autres, on a un projet qui est présentement à l'étude, en étude économique préliminaire, pour faire une rampe souterraine de transport de minerais entre la mine et l'usine pour acheminer de façon électrifiée notre minerai sous terre, en dessous de la 117 jusqu'à l'usine, avec un concasseur sous terre, donc réduction des gaz à effet de serre, réduction des poussières, du bruit. Donc ça, c'est un super projet qui nous tient à cœur, qu'on étudie actuellement, qui va encore plus minimiser nos impacts. Et on a aussi la communauté de la nation Anishinaabe de Lac-Simon, qui est très près de Val-d'Or, je pense à une 30aine de kilomètres. Donc, on est une mine très proche d'eux, donc on souhaite les faire travailler. Donc, on a mis en place des projets pilotes de formation. On a fait une première phase à l'été 2018 avec un entrepreneur en forage et le centre de formation professionnelle de Val-d'Or et le centre d'éducation du Lac-Simon pour former des jeunes en forage au diamant. Ils ont fait leur partie pratique surface sous terre dans nos opérations. Donc, ça a été une première phase. Et là, cet été, on a reçu des étudiants qui étaient en période préparatoire. Donc, ils faisaient une partie de formation vraiment de base pour les préparer à aller au centre de formation professionnelle, faire leurs cours en extraction de minerais puis en traitement de minerais. Donc, on les a préparés, le Centre régional des adultes du Lac-Simon les ont préparés directement au Lac-Simon. Et par la suite, il y avait un gap pendant l'été que ces gens-là n'avaient pas de formation. Donc, il y avait un petit peu un risque de perte d'intérêt avant de commencer le DEP. Et aussi, eux autres, ils n'ont pas vu l'environnement minier, comment ça marche. Donc, on les a emmenés pendant l'été, pendant 7 semaines, je crois, sur le site pour faire des emplois étudiants, mais au moins pour être connectés, comprendre c'est quoi les différents métiers possibles, comment ça se passe sur un site minier, c'est quoi la dynamique des meetings du matin, comment ça fonctionne, pour qu'après ça, les intégrer graduellement finalement, puis qu'ils puissent voir aussi comment on fonctionne, puis leur donner le goût après leur cours de venir travailler avec nous. Donc super belle initiative, oui. Vraiment pour l'intégration. Pour garder ce volet-là, au niveau du recrutement, ça doit être comment ça va chez Eldorado le recrutement, puis on sait qu'il y a quand même beaucoup de fly-in, fly-out. Quand tu es une mine, il y a beaucoup de fly-in, fly-out, je me dis, il doit vraiment avoir des défis au niveau de garder les gens, j'ai juste le mot en anglais qui me vient, là, le ownership, là, mais tu sais, de garder l'intérêt des employés quand c'est du fly-in, fly-out comme ça. Tu peux-tu nous en parler un petit peu? En fait, nous, quand j'étais pas là à ce moment-là, mais quand il y a eu vraiment l'affichage de postes massifs en 2017, annonçant qu'il allait avoir 200 postes et plus à créer, ils ont comme une stratégie super brillante d'annoncer ça at large, faire un statement un peu, tu sais, voici, on est une nouvelle mine, on va avoir besoin d'employés, envoyez-nous votre CV, voici la liste d'épicerie des postes qu'on va avoir besoin. Et la décision qui a été prise à ce moment-là, c'était d'embaucher des gens locaux. Donc, en contexte de pénurie de main-d'œuvre, on savait que ça allait être difficile. On pensait que ça allait être difficile. Mais étant donné qu'on est en ville, sur des horaires 7-7,
Ce qui est très rare dans l'industrie minière. Ce qui est très rare, sauf ceux qui font du fly-in, fly-out. Nous, on voulait offrir du 7-7 en ville. Donc, tu travailles 7 jours, mais tu vas chez toi tous les soirs. Donc, on s'est fixé un objectif d'embauche de main-d'œuvre locale on voulait que 85% de nos employés soient locaux. Puis, on offre de fly-in, fly-out à personne. Il y a personne oui, on a quelques personnes de l'extérieur, mais ils ne font pas, on n'offre pas cette option-là. On veut que les gens s'établissent. On a des primes de logement pour laisser la chance pendant 1 an ou 2 aux gens de se loger temporairement avant de trouver une maison, une habitation à Val-d'Or pour se loger. Fait qu'on a mis en place ces initiatives-là pour les inciter à s'établir à Val-d'Or, à dépenser à Val-d'Or, à investir dans l'économie locale. Fait que ça, c'était une grande préoccupation pour nous. Puis actuellement, on est là, je vais lancer des chiffres approximatifs, mais on a à peu près il me semble que c'est 90% de nos employés proviennent de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Ah, quand même, je pensais pas que c'était aussi élevé. Non, c'est 95% de l'Abitibi-Témiscamingue, 90% de Val-d'Or. Ouais. Ouais, fait qu'on a une très grande partie de l'Abitibi, puis on a un tout petit pourcentage de l'extérieur. Donc, on a des personnes de Rouyn-Noranda, de Barrault qui voyagent, mais 95% de nos employés sont de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, ça, c'est formidable. On a atteint notre objectif. Et le défi de recrutement, c'est sûr qu'on a été surpris parce que il me semble que récemment, ce que j'ai eu comme chiffre, c'est qu'on était rendu à plus de 8000 CV reçus depuis cet affichage-là en 2017. Donc, les gens sont attirés parce que c'est un projet mini en démarrage. Fait que les défis sont immenses et sont attirés par les horaires de travail et par la réputation, je crois aussi. Integra Gold, avec ses implications dans la communauté, avec tous les mécanismes qu'il avait mis en place, avec le comité de suivi, tout ça, l'entreprise, le projet minier avait déjà une super belle réputation. Et quand Eldorado est arrivé dans le portrait, ils ont eu la vision de conserver ce thinking-là, puis il y avait encore l'équipe en place qui était là pour soutenir ça. Donc, la réputation était bonne, les horaires étaient intéressants. Fait que, tu sais, dans les 8000 CV, c'est pas vrai qu'il y en avait, que c'était tout intéressant, là. C'est sûr qu'il y avait des CV de n'importe où, de n'importe qui, pas formés, et nous, on veut des gens formés. C'est important pour nous. Donc, ça a été après ça de les trouver, ces personnes-là, de faire des ententes avec des entrepreneurs sous terre qu'on avait pour après ça embaucher ce personnel-là. Donc, il y a eu des partenariats pour bien faire attention parce que le contexte de main-d'œuvre, ben, c'est sûr que tu vas chercher du personnel ailleurs. Ça peut devenir problématique quand tu t'en vas chercher une dizaine de personnes dans une petite entreprise. Donc, c'est des choses auxquelles on faisait très attention. Et vu qu'on cherchait du personnel qualifié, mais c'est certain qu'il y a eu un mouvement, tu sais, des gens peut-être dans le Nord qui voulaient revenir plus près de la maison, des gens d'autres compagnies minières qui ont décidé de changer. Et là, le défi, ça va être de les garder, ces personnes-là. Exactement. Rétention de main-d'œuvre. Rétention de main-d'œuvre. Donc, tu sais, tout ce qui est plan de formation, tout ce qui est climat de travail, les activités qu'on leur propose, la reconnaissance qu'on leur donne par nos activités autant internes qu'externes. J'imagine la rétention de main-d'œuvre, ça fait aussi partie du poste de communication que tu as, la communication interne. Oui, exactement. Tu sais, aux communications, on est rendu 2 en fait. Là, j'ai une nouvelle collègue, une conseillère en communication depuis très récemment, et on est un département de service. Donc on s'assoit souvent avec les ressources humaines pour OK, bon, c'est quoi les enjeux présentement, sur quel projet on peut aider, rétention, formation. Donc on vient aider sur différents projets pour que notre marque employeur rayonne. Mais c'est toujours en évolution parce qu'on est un projet minier qui démarre, puis après ça qui tombe en opération. Là, au début, on attirait les gens avec un branding, puis avec des outils qui étaient très axés sur un contexte de démarrage. Et là, aujourd'hui, on est en opération. Fait que là, on est en train d'un peu de revoir notre thinking, revoir justement, OK, comment on se positionne par rapport à ça, comment on recrute, comment on fait pour garder nos gens, les garder motivés. Puis ça, ben tous les départements sont impliqués là-dedans pour que les gens demeurent motivés à travailler, que ce soit en santé sécurité, que ce soit en environnement, que ce soit les communications internes entre les départements, pour s'assurer que tout le monde ait une bonne qualité d'information, que ça descende
de haut en bas et de bas en haut. Exactement. Donc, oui, ça fait partie des tâches. Justement, tu sais, parce que tu as dit, il faut que ça descende de bas en haut, de haut en bas. Pour moi, c'est le défi de communication, même pas de l'industrie minière, de toute entreprise. Oui. Tu dirais, c'est quoi là, le défi d'Eldorado à l'heure actuelle au niveau des coms? Au niveau des coms, je dirais que l'information, ben c'est de bas en haut le défi. C'est de donner la chance à nos employés de s'exprimer librement, de nous faire part de leurs préoccupations, de ce qu'ils vivent, de le comprendre. Fait que tu sais, ça se travaille avec les ressources humaines, ça se travaille avec la sécurité, avec nos départements, avec les meetings du matin qu'on fait. Tu sais, récemment, on s'est questionné beaucoup par rapport à ça. Il y a eu des changements qui ont été faits justement pour que les gens puissent mettre en valeur les bons coups qu'ils ont faits, qu'est-ce qui a moins bien été, des suivis plus réguliers, mettre en place des mécanismes de suivi quand quelqu'un nous flague quelque chose qui fonctionne pas pour s'assurer qu'il y a un suivi de fait. Puis ça relève. Tu sais, je dis que ça relève pas des coms, c'est des communications, okay. Mais chaque département travaille énormément là-dessus. Donc, moi, je suis là pour supporter quand on a des trucs à mettre en place, mais je dois dire que nos gens sont très au fait que l'information doit circuler de bas en haut, non seulement de haut en bas, parce que de haut en bas, surtout en 2018, quand je suis arrivée pendant la première année, ben là, on a mis en place un journal interne à chaque trimestre qu'on distribue autant papier que par courriel à nos employés. On a installé des télévisions sur tous les sites, à plusieurs endroits, puis qui sont mises à jour à tous les jours par plusieurs départements, autant des résultats d'opération que des notes de service, des informations sur les postes à pourvoir, sur le prochain party de Noël, sur une annonce qu'on vient de faire pour une donation à un organisme. Fait que on a plusieurs moyens et on a aussi notre directeur général qui fait souvent des tournées de présentation aux employés pour parler des enjeux, parce que des fois les employés c'est le day-to-day là, mais des fois pour comprendre où est-ce qu'on s'en va, il faut savoir c'est quoi la vision en haut. C'est quoi les projets futurs, où est-ce qu'on veut aller. Puis ça, pour Sylvain, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Puis la clé, c'est l'information. La clé, c'est d'avoir de l'information. Aux communications, ça, c'est la clé, ça, je le dis toujours. Moi, plus j'ai d'informations, plus je comprends les enjeux, je suis capable de faire mon travail de façon plus efficace. Mais c'est la même chose pour les employés. Les employés, là, surtout la nouvelle génération, ils veulent pas savoir... Ils veulent pas se faire dire « Voici ce que tu fais, aujourd'hui, faut que tu fasses tant de mètres, puis voici où tu es ta place de travail, puis point final. » OK, mais encore, tu sais, c'est quoi nos objectifs à long terme? Est-ce que je peux améliorer la façon de travailler? Est-ce que mes commentaires vont être considérés? Tu sais, il y a tout ça aujourd'hui, là. On peut plus dire la même chose puis là, ce qu'on vit présentement, c'est différentes générations qui travaillent ensemble. Donc ça, c'est un méchant défi au niveau ressources humaines, au niveau opération, des fois de casser un peu des façons de faire préétablies, laisser la place aux jeunes, mais que parfois les jeunes doivent quand même s'inspirer des gens avec un petit peu plus d'expérience. Fait que ça aussi, c'est un enjeu qu'on vit, là. Au niveau de ton poste, Valérie, est-ce que tu regardes des fois telle mine a fait telle affaire, ou est-ce que tu te réfères à d'autres mines pour dire, hey, eux autres, mettons, en Australie, ils ont l'affaire, on va essayer de changer nos façons de faire? C'est certain, parce que à un moment donné, je pense que oui, l'innovation, la créativité, tu sais, souvent on essaie de trouver des petites façons ici et là de reconnaître nos gens, de les intégrer dans nos activités avec la communauté. Tu sais, on a une fête de quartier annuelle qu'on fait, qui est, je pense, unique en son genre, avec les résidents des quartiers de Bourg-Lamaque, tout ça. Fait on essaie de trouver des initiatives super originales qui sortent un peu des sentiers battus, mais reste qu'en matière d'acceptabilité sociale, de développement de la main-d'œuvre, peu importe, ben les compagnies minières, je veux parler surtout en région, mais partout au Québec,
ils l'ont l'affaire, tu sais. Ils en ont des très bonnes pratiques. Fait que, tu sais, faut s'en inspirer. Fait que c'est certain que des compagnies comme des très grosses compagnies, moi, ce qui m'impressionne beaucoup souvent, c'est les présences web de ces compagnies-là. Tout ce qui se passe sur leur blog, qui est en lien avec les enjeux qui vivent à l'heure actuelle, la multiplication des canaux de communication, l'instantanéité des informations. Donc, tu sais, un article de blog qui est publié de façon différente sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram. Il y en a des canaux de communication. C'est incroyable, tu sais. Je pourrais avoir une équipe de 5 personnes au com, puis pousser la machine au fond, puis on en aurait de l'ouvrage. On pourrait. Mais on doit faire avec les ressources qu'on a, puis avec la grosseur d'entreprise qu'on est. Il faut être réaliste. Mais on est capable, en regardant ce qui se fait ailleurs, de dire hey, ça c'est intéressant, comment je peux l'appliquer à notre niveau. Puis tout ce qui est aussi relation avec la communauté, mais tu sais, je pense à Mines canadiennes Malartic qui ont eu un parcours incroyable, puis qu'aujourd'hui ils arrivent à des ententes. Et tu sais, ce parcours-là est très intéressant à voir, c'est certain. Et toutes les compagnies minières dans le Nord, que ce soit Agnico, que ce soit Raglan, les ententes avec les communautés, les partnerships, tu sais, des fois, c'est le développement d'entreprises dans les communautés, tu sais, c'est wow. Fait que, tu sais, ils ont une belle vision, ils ont des enjeux différents, c'est certain, mais c'est sûr qu'on regarde ce qui se fait ailleurs, puis on n'est pas en compétition, on doit travailler ensemble, on se contacte de façon régulière, les gens en communication des compagnies minières pour s'arrimer, pour se poser des questions, se partager des outils. La seule concurrence qu'on vit, c'est la main-d'œuvre, finalement. Ah, exactement. Mais en communication, en relation avec la communauté, tu sais, une mine comme Goldex, comme La Ronde, qui sont aussi quand même près de, surtout Goldex, près de la ville, ben éventuellement, on va peut-être vivre les mêmes enjeux qu'eux peuvent vivre. Donc, c'est sûr qu'on va se parler pour essayer d'avancer ensemble, s'inspirer de, tu sais. Tantôt, on parlait des nouvelles générations. Qu'est-ce que tu aurais justement à dire, toi, aux nouvelles générations? Pourquoi venir travailler dans l'industrie minière? Pourquoi ça t'a attiré l'industrie minière? C'est pour justement la diversité, les relations avec les parties prenantes, tout le côté stratégique, le côté politique. Je vais parler pour ma part, mais je fais des des communications à tous les niveaux. Donc, tu sais, je deviens un département de service. Fait que ce soit pour expliquer à des employés que ce soit, nous on n'est pas syndiqués, mais un groupe qui serait syndiqué, ou nous on a un comité bonne entente, donc on va aller parfois leur expliquer, pourquoi on a pris telle décision. Mais moi je vais aller aider les ressources humaines à bâtir des messages clés, comment on l'explique, à qui on l'explique en premier, quelles sont nos étapes de communication. Puis d'un autre côté, il y a la communauté qui vit des enjeux différents. On a beaucoup de production d'outils à faire. Donc, c'est certain que les jobs en com et en relation avec le milieu dans les compagnies minières sont extrêmement variés. Il y en a, plus la compagnie est grosse, plus tu vas avoir vraiment des postes en communication qui sont spécifiques, que tu préfères les communications internes, le marketing, les réseaux sociaux. Il y en a pour tous les goûts. Moi, j'ai la chance de toucher à tout ça dans un contexte. Tu vis la vie d'agence dans une mine. Ben c'est ça. Ouais. C'est ce que souvent j'essaie d'expliquer aux gens qui me posent la question, est-ce que la vie d'agence te manque? Tu sais, c'est certain que c'est très différent, mais moi, je trouve qu'il y a un parallèle quand même incroyable. Tu es un département de service, tu sais, fait que c'est formidable. Comme mot de la fin, Valérie, j'aimerais ça que tu nous dises qui, dans l'industrie minière, a influencé ta carrière, ou qui est-ce que tu vois comme un modèle dans l'industrie minière, et tu n'as pas le droit de dire Denis Gourde. J'avais dit Denis Gourde! Oh là là! Ben oui. Mon modèle, je vais en nommer deux. Mon patron, Joël, qui est en responsabilité sociale, qui est une personne très, très hybride, qui chapeaute autant les ressources humaines, l'environnement, les relations avec la communauté, les communications, la santé, sécurité, qui justement comprend tous les enjeux vécus et à très haut niveau. Donc ça, il y a un parcours vraiment intéressant.
Puis ça, c'est un parcours que j'aimerais suivre ces traces-là parce que tous ces aspects-là de l'entreprise m'intéressent. Tout ce qui est développement durable aussi, relations communauté. Donc, je m'inspire beaucoup de lui. Et il y a aussi Sylvain, notre directeur général, parce que Sylvain, c'est la personne la plus transparente, communicatrice, capable de s'adapter à tous les contextes, que ce soit avec les gars sous terre, les gars, les filles, que ce soit dans un contexte politique, avec son staff. Il y a vraiment une très grande capacité de communication. Donc, je trouve ça vraiment inspirant. Hey, merci Valérie d'avoir participé au podcast minier. Je sens vraiment qu'on préfère un volet 2 à cette entrevue-là éventuellement. C'est sûr, j'ai même pas parlé de tout ce que j'aurais pu parler. Donc, vraiment intéressant. Merci pour l'invitation. Merci. Merci.